Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous accueillons Cécile, ingénieure maintenance. Elle a choisi d'entrer dans le monde du travail par une formation en alternance de niveau Bac+6. À travers son parcours pour un prestataire puis un industriel, elle démontre que la maintenance offre un large éventail d'opportunités professionnelles. Si tu aimes cette émission, abonne-toi et partage-la pour faire connaître les métiers de la maintenance. Bonne écoute. Bonjour Cécile, donc on va parler de ton parcours professionnel, de ta formation et puis essayer de démystifier un petit peu le métier de la maintenance industrielle. Pourquoi est-ce que tu as choisi la maintenance industrielle? Est-ce que tu as choisi? Est-ce que c'est venu un peu par hasard? Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier? Bonjour, alors la maintenance industrielle, oui c'était un choix. Alors d'abord c'est plutôt l'industrie qui m'a attirée en premier lieu. J'aimais l'idée de produire quelque chose de concret. Et l'aspect maintenance, en industrie, j'ai d'abord été attirée par l'aspect production. Et je me suis vite rendu compte que la maintenance était un levier qui n'était pas forcément le plus exploité et qui était un fort levier sur la production. Et je pense que c'est là qu'il y a encore le plus de potentiel pour derrière produire. Donc voilà, d'où l'aiguillage en maintenance industrielle. D'accord. On parlera du coup après de ton parcours professionnel. Donc, si j'ai bien compris, tu as démarré en production, c'est ça? Non, c'était quand je parle de ça, c'est quand je réfléchissais à qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord. Donc, c'est une réflexion qui m'est arrivée en école d'ingénieur. L'école d'ingénieur avait déjà été aiguillée par le fait de travailler dans l'industrie. D'accord. Mais après, pendant ces 3 ans, il a fallu aussi un peu affiner l'idée du poste. Et oui. c'est là où vouloir faire de la maintenance est venu au cours de la 2e année. Et donc, je me suis spécialisée en maintenance la 3e année. Et j'ai continué dans la spécialisation en maintenance ensuite. Donc tu as fait une école d'ingénieur. Alors, tu peux juste nous parler un peu de ton parcours scolaire, peut-être depuis le bac, ou comment tu es arrivé à rentrer déjà dans une filière technique et comment ça s'est passé après? Donc j'étais attirée par le technique assez tôt puisque j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Voilà, la technicité me plaisait toujours par le côté concret, un peu l'aspect qui semblait un peu manuel à l'époque et l'aspect vraiment concret et utile. Mmh. Donc j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Ensuite une classe prépa parce que j'avais une idée déjà de faire une école d'ingénieur plutôt orientée industrie. Donc j'ai fait la prépa physique PT, qu'on appelle PT, physique technique, qui était la voie royale pour intégrer l'école d'ingénieur des arts et métiers que j'ai fait par la suite, dans laquelle j'ai fait une option management de la maintenance en dernière année et j'ai continué sur un master spécialisé en alternance, toujours aux arts et métiers ensuite, juste après mon diplôme. Ce qui a été une bonne transition puisque c'était en alternance, donc ça redonnait des principes concrets et c'est surtout 7 ou 8 mois de stage en entreprise. Mmh. Entreprise d'ailleurs dans laquelle je suis restée quelques années. D'accord, donc c'est intéressant. Donc tu as fait une école d'ingénieur, les arts et métiers. Il y avait déjà une spécialisation, une couleur maintenance au cours de cette formation, c'est ça? Mais la 3e année, on a le choix sur la 3e année de s'orienter sur quelque chose qui va compléter, disons, le parcours général par un aspect un peu à développer. Et donc la maintenance en faisait partie et faisait partie de ce que proposait le centre de Paris. D'accord, centre de Paris. Et après, donc le master spécialisé management de la maintenance, c'est aussi aux arts et métiers. Donc là, c'est une formation donc du coup d'assez haut niveau quand même, après le bac+5, qui se fait en alternance. Oui, c'est ça? qui est ouverte à
à tout type d'ingénieurs, pas seulement les ingénieurs arts et métiers. Donc voilà, mais ceux qui ont envie de se spécialiser là-dedans, et donc étant en alternance, c'est bien sûr avec le partenariat d'une entreprise qui choisit donc de participer financièrement donc sur la partie des cours, et puis de nous accueillir ensuite en stage sur un sujet dédié pendant une période assez longue, je ne saurais plus dire, mais de 6 à 7 mois peut-être. 7 mois, d'accord. Et est-ce que tu as eu du mal à trouver une entreprise pour t'accueillir pour cette formation en maintenance ? Non, pas du tout. J'ai même eu le choix de pouvoir choisir l'entreprise avec lequel je ferai mon année. Donc, ça a été plutôt une bonne surprise. Bonne surprise ? Oui. Pourquoi ? Tu pensais que ce serait plus difficile ? Non, pas du tout, mais je m'étais pas forcément orientée pour faire cette année-là, mais le responsable qui gérait ce master était aussi celui qui intervenait dans mon option. Et en fait, c'est lui qui m'avait appelé, il m'avait dit écoute, qu'il y avait plusieurs entreprises qui cherchaient des profils pour faire ce master. D'accord. Et donc, j'ai été qui m'avait dit écoute, viens, on voit ce que les entreprises te proposent, et puis si ça t'intéresse, reste. Donc, et en fait, c'était une bonne surprise puisque j'ai eu des belles entreprises qui m'ont approché avec des sujets intéressants. D'accord. Donc, initialement, tu n'aurais pas forcément pensé à continuer tes études après l'école d'ingénieur, mais finalement, tu as trouvé... Finalement, cette formule a été une bonne transition, puisqu'on passe quand même de passer d'étudiant à rentrer dans l'entreprise. Ça peut directement, oui, c'est pas forcément effrayant, mais le fait de passer par un statut un peu de stagiaire avec moins d'enjeux, et ce côté toujours un peu étudiant, cette transition, je trouvais ça intéressant, et ça m'a permis de rentrer sans pression ni contrainte dans l'entreprise. D'accord, une bonne façon de rentrer dans le monde du travail. Et c'est vrai que les formations en alternance se développent, sont bien développées maintenant. À tout niveau, aussi bien bac pro, BTS et même ingénieur et au-delà, quoi. Donc c'est vrai que c'est une voie intéressante pour l'industrie de toute façon. Et donc du coup pour toi aussi l'avantage c'était de pouvoir rentrer dans le monde du travail sans finalement avoir à passer par les contraintes des offres d'emploi et de la recherche d'emploi. C'est surtout l'inquiétude. Il y a quand même forcément on a tous la peur de l'inconnu, et le fait de rentrer comme ça, il y a moins d'enjeux. Le but c'est d'avoir le diplôme, de choisir de réussir son master, mais en fait par ce biais-là, on découvre l'entreprise, on découvre les collègues, on découvre les façons de travailler. Et donc en fait c'est une transition très naturelle, et c'est pas l'enjeu de faire ses preuves professionnellement sur un poste en prenant déjà des responsabilités établies. Donc c'est plutôt les enjeux, je trouve, qui diffèrent, le fait de rentrer en tant que stagiaire par rapport au fait de prendre un poste où forcément on a l'impression qu'on attend de nous forcément un certain rendement, une certaine efficacité plus ou moins rapide. D'accord. Donc rentrer, façon d'être rassuré pour rentrer dans le monde du travail, c'est intéressant. Et alors, tu peux nous décrire rapidement ton parcours professionnel. Tu travailles depuis combien de temps à peu près, et qu'est-ce que tu as occupé comme poste justement depuis cette sortie du master? Alors, ça passe vite. Du coup, c'était en 2010-2011, mon année en alternance, où j'ai intégré du coup le monde du travail. Donc, ça fait maintenant 8-9 ans. Ouais. Ça passe vite. Alors, mais je suis restée très longtemps dans ma première entreprise, dans laquelle j'ai évolué
assez régulièrement. J'ai eu je pense, la chance d'intégrer la maintenance par la porte prestataire de service. Donc j'ai intégré une entreprise qui était prestataire de service, donc dans le domaine de l'électricité. Et donc ça m'a permis, donc au début j'ai commencé dans une usine affectée chez un client, donc ce qui correspondait tout à fait à l'idée que je me faisais de la maintenance industrielle. Et puis ensuite, les contrats se terminant et voilà, j'ai changé d'affectation, découvert plusieurs clients, plusieurs secteurs. Et donc, j'ai évolué petit à petit. Au début, j'ai commencé en tant que méthode. C'est comme ça que je suis entrée, ingénieur méthode. Et ensuite, j'ai pris petit à petit des responsabilités managériales, puis budgétaires. Et donc, pour prendre j'ai pris la gestion de contrats de plus en plus gros sur les premières années, donc jusqu'à ensuite prendre la responsabilité d'un service entier de maintenance, donc de responsable de contrat. D'accord. Voilà. Et donc ça c'était avec la première entreprise, du coup. Oui. Une évolution en partant depuis du terrain, on va dire, en tant qu'ingénieur maintenance. Alors, le titre, c'était quoi, ingénieur maintenance électricité? C'était ingénieur méthode. C'était vraiment dédié sur l'aspect planification, création d'outils, facilitation, coordination, mise en place de maintenance préventive, des choses un aspect plutôt organisationnel et capitalisation de l'amélioration. D'accord. Et donc du coup, tu as évolué jusqu'à un poste de responsable de contrat, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est la vision globale du contrat de maintenance. Oui, donc c'est-à-dire qu'il consiste à piloter la maintenance sur le terrain, donc gérer les ressources, puisque j'étais prestataire de service, donc gérer les ressources, gérer selon les priorités pour répondre au mieux aux clients, et derrière gérer aussi l'aspect managérial, RH, lié au personnel qui m'était rattaché, et gérer l'aspect budgétaire pour mon entreprise avec le reporting financier et les objectifs liés. D'accord. Donc là, c'est un travail en tant que prestataire de maintenance, c'est-à-dire qu'un industriel sous-traite toute l'organisation et la réalisation de sa maintenance industrielle. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait l'étape suivante professionnellement? Alors, ça c'était après des gros contrats, où donc au début j'étais plutôt dédiée sur des gros contrats. Ensuite, j'ai pris des portefeuilles de plusieurs contrats, plusieurs secteurs d'activité, pas forcément industriels. Et ensuite, du coup, je suis devenue par la suite chef de service, c'est-à-dire au-dessus des responsables de contrat, donc avec une dimension plus globale de suivi de budget, mais aussi donc de stratégie de développement, d'orientation du service par la formation du personnel ou des choix de secteur en particulier, un aspect un peu plus peut-être commercial. D'accord. Et stratégique. Donc c'est ces derniers postes que j'ai eu en tant que prestataire de service. Et c'est tout récent, l'année dernière, du coup j'ai intégré directement à un industriel, toujours en tant que chef de service, mais ce qui est pas très lié, pour moi ce qui est un grand changement quand même, puisque c'est vraiment piloter l'aspect donc toujours électrique instrumentation du site, donc à la fois en maintenance mais aussi en travaux, en investissement pour garantir la disponibilité du parc. D'accord. Alors du coup, donc là, c'est un rôle d'ingénieur donc directement chez l'industriel maintenant. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu justement le rôle d'un ingénieur maintenance
chez un industriel? Alors, chez un industriel, on se retrouve avec les volets un peu classiques de la maintenance, c'est-à-dire la gestion que je vais appeler à court terme, Oui. qui est la gestion du dépannage, donc qui est plutôt dans l'immédiateté avec la gestion de techniciens. Alors en tant que ce que je vais dire anciennement client, en tant qu'industriel, ça passe aussi par la gestion de contrats de sous-traitance, et non pas seulement de personnes en direct comme avant, donc on passe un peu de l'autre côté du miroir. Et il y a aussi l'aspect, justement, ce qui fait de la maintenance, c'est de se dire, plutôt que juste dépanner et se dire ça y est, ça marche, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne tombe plus en panne. Et donc du coup, c'est tout cet aspect fiabilisation de l'outil de production, donc qui est à piloter avec des ingénieurs méthodes ou des analystes, et qui permet de se projeter cette fois-ci plus à court terme, mais plus à moyen long terme pour, donc avec le but d'améliorer l'outil de production. D'accord. Et est-ce que, alors déjà première question par rapport à tes formations initiales dans la maintenance, est-ce que ta formation t'a aidé, et t'aide encore dans ton travail aujourd'hui? Je pense que ma formation initiale m'a aidée, non seulement parce qu'elle m'a donné cette culture justement de ce qu'est la maintenance, de ne pas rester forcément dans l'immédiateté. On insiste beaucoup au cours de notre cursus sur le principe d'amélioration continue, qui est un principe auquel je crois fortement, et qui est ce qui me motive et ce qui donne du sens, je trouve, à ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, je fais des choses de façon immédiate, mais de ce fait de se poser toujours la question d'améliorer et de toujours aller plus loin, et de petit à petit, derrière, en peser les coûts, en mesurer derrière, ça va mener plein de choses. Ça peut être des modifications juste de procédure en interne, mais ça peut amener à des travaux, ça peut amener carrément à des projets d'investissement. C'est des choses qui peuvent aller assez loin, et c'est là où on voit tout l'intérêt, comme je disais, qu'on peut justifier des vrais gains de production avec des fois des petites choses ou des gros projets qui en découlent. D'accord. C'est assez passionnant, et le fait d'être maintenant chez l'industriel, c'est que j'ai la main là-dessus. Alors qu'avant, je ne faisais que répondre aux sollicitations du client, et donc plutôt plus dans l'aspect immédiat. Et donc là, je peux mettre justement développer l'aspect plus long terme, et avec des vraies stratégies d'investissement pour baisser à terme des coûts de maintenance. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est assez motivant. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type de... Une journée type en maintenance? Je sais pas si ça existe. Ah. Alors, non, la première chose du matin, souvent, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, faire le tour si jamais il y a eu des astreintes, parce que bon... Parce que tu travailles dans une usine qui tourne oui, voilà, 24 faut heures sur savoir 24. Que la production, c'est de l'usine. Je suis dans une entreprise qui produit en continu. Donc, si tout se passe bien, on n'intervient pas la nuit, mais il y a toujours des petits aléas. Donc, l'important, c'est souvent de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit pour pouvoir ajuster au mieux les priorités du matin. C'est ce que je dis, l'aspect vraiment court terme, c'est une surprise un peu tous les jours, où tous les jours, il faut savoir s'ajuster aux urgences. Donc ça, je retrouve l'aspect service que j'ai connu pendant des années, qui est plus un service vraiment à l'exploitant, mais qui est de gérer au jour le jour les urgences, les priorités. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon la complexité des problèmes ou disons l'abondance de petits soucis qui peut vite générer une désorganisation. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez motivant, puisque c'est très concret, c'est très technique, et c'est un lien direct avec les techniciens et l'outil de production, le process. C'est un vrai lieu d'échange avec l'exploitant au jour le jour. Et donc quand ça va bien, on passe un peu de temps justement à faire avancer les sujets de fond. Donc
il y a toujours l'aspect management, etc. Donc toujours le suivi des techniciens et du personnel. Ça reste toujours à caler dans la journée, mais c'est surtout aussi animer les projets un peu plus long terme de fiabilisation et d'historisation, de traçabilité des interventions. Donc c'est après ensuite animer ces projets-là avec les différentes équipes et puis faire la passerelle avec les différents services concernés dans l'usine. D'accord. Et du coup, comment sont organisés les travaux courants, on va dire, dans ton service? Les techniciens travaillent sur un planning qui est déjà préétabli quelques jours avant. Comment est-ce que c'est organisé au niveau des interventions? Alors dans les interventions, il y a des choses qu'on planifie nous-mêmes, puisque il y a des choses qu'on va faire de façon systématique justement pour éviter la panne. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le non prioritaire. Et sur ça va se greffer les demandes de l'exploitant. Certaines pourront attendre, donc seront planifiées sur quelques jours. Mais il y aura toujours, en fait, c'est une gestion des priorités. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un planning initial et tous les matins, on prend les nouvelles priorités et on voit ce qu'on peut décaler. Et voilà, et ainsi de suite. Le goal, voilà. Et donc on essaye d'avoir des jours où il n'y a pas trop de nouveautés pour pouvoir faire ce qu'on a décalé. Non, mais l'aspect, comme il y a quand même un aspect préventif, c'est-à-dire des interventions qui sont planifiées à l'avance, et qui ont qui sont plus souples dans leur réalisation. Voilà, ça permet de jongler et de réussir à lisser la charge. Chose que j'étais déjà habituée à faire en tant que prestataire. Donc en fait, le mot routine et le mot maintenance, ça va pas tellement bien ensemble. Il y en a un peu, tout dépend des périodes. Il y a des cycles aussi en maintenance, puisque l'industrie s'est caractérisée par ses arrêts de maintenance, c'est-à-dire on va avoir la maintenance courante au jour le jour où on va intervenir dans la mesure où on peut intervenir sans arrêter l'outil de production et tout ce qu'on va devoir et tout ce qu'on va devoir reporter puisque à un moment à force de cumuler ces choses-là pour éviter les grosses casses, les grosses périodes d'indisponibilité, l'entreprise va choisir de fixer un temps d'arrêt, donc où elle va arrêter tout son outil de production pour laisser l'accès justement à faire toutes ces interventions planifiées. Et donc ça, par exemple, aussi c'est des rythmes très différents, puisque ça demande, c'est beaucoup de choses c'est des choses qui se préparent beaucoup, puisque le temps forcément, le temps de non-production est restreint au maximum, et il faut réussir à faire tout ce qui est important de faire, donc ça c'est beaucoup de préparation. Ensuite, pendant, c'est du travail très actif. Ensuite, c'est de la capitalisation, du retour de l'analyse, du retour d'expérience. Et après, on repart sur des cycles un peu plus de maintenance générale avec les interventions au jour le jour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des phases. Les arrêts, ça va changer, ça peut être un peu tous les ans, ça peut être des très gros arrêts tous les 5 ans ou tous les 3 ans, ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Et c'est un rythme déjà où là, en effet, il y aura plus il y a une routine qui peut s'installer en phase, disons, habituelle, mais il y aura toujours ces arrêts aussi qui viendront un peu casser le rythme. Casser le rythme. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais voilà. Donc il y a déjà des phases différentes au sein de la maintenance. Et ensuite, forcément, il y a des fois où il y a selon aussi le niveau de production. Plus on sollicite les machines, plus on génère forcément de l'aléatoire, plus on risque d'intervenir. Donc c'est pas le rythme n'est pas forcément très lisse. Après c'est ce qui est intéressant, mais c'est pas non plus complètement anarchique. D'accord. Il y a toujours de quoi, il y a de quoi lisser. D'accord. Donc du coup, il y a des grosses périodes dans les cycles de vie de la maintenance, d'un service maintenance. Il y a le courant, c'est-à-dire que lorsque la production tourne, il y a des interventions programmées en maintenance préventive qu'on peut faire pendant que l'usine tourne, des interventions curatives, donc des pannes. Soit il faut dépanner tout de suite, ou ça peut attendre quelques jours, le temps d'avoir les pièces ou d'avoir les machines à disposition. Donc c'est les interventions courantes et les arrêts, du coup les arrêts d'unité qui sont programmés, préparés
plusieurs semaines à l'avance, c'est ça, On voit plusieurs mois. Et du coup, dans l'usine dans laquelle tu travailles, ces arrêts durent combien de temps? C'est 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine? Alors, en là, général par exemple, je sors d'un arrêt quinquennal, donc du coup tous les 5 ans. Donc je sors de 6 semaines d'arrêt de production. Donc 6 c'est semaines. un gros arrêt avec des forts investissements, puisque non seulement on dépanne, on fait tout ce qu'on peut, disons, le préventif, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire de façon préventive pour éviter qu'une panne arrive, mais aussi fiabiliser les équipements, donc pour les plus obsolètes, les changer, ou justement réussir à faire descendre la priorité des pannes, c'est-à-dire que plutôt que devoir courir dès que quelque chose est en panne parce que la production ne tourne plus, réussir à le redonder, donc mettre un deuxième système qui permettra de toujours tourner et donc nous laisser le temps de recevoir les pièces sur l'autre pour ne pas arrêter la production. Donc en fait, voilà, tous ces choix-là qui vont engendrer des travaux supplémentaires, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, qui peut être des petits ou des forts investissements, c'est des choses qui sont généralement faites pendant les arrêts puisque nécessite l'arrêt de la production pour être mis en place. Et donc là, on avait des très gros... c'était un très gros arrêt puisque l'usine avait fait le pari justement d'augmenter la fréquence de ces arrêts. Et du coup, il y avait beaucoup à faire. Voilà. D'accord, puis là, j'imagine qu'il y a tous les contrôles réglementaires, Oui. Les appareils à pression, par exemple, et autres appareils qui doivent être C'est ça. contrôlés Donc, pendant l'arrêt. ça, c'est bon. Moi, je suis plus orientée électricité, instrumentation. Mais en effet, dedans, on a beaucoup de mises à disposition de machines, de ballons, de réacteurs, etc. pour justement l'inspection mécanique, etc. qui découle du réglementaire et qui va générer des prescriptions et donc des gros travaux de réparation aussi à faire toujours avant que la production doit redémarrer. D'accord. C'est super intéressant parce que finalement, on se rend compte que la maintenance, ce n'est pas que dépanner finalement. Et à t'entendre, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de travail de préparation, de réflexion, de stratégie pour que la production finalement puisse fonctionner sans panne, parce que finalement l'objectif d'une usine c'est de produire et pas d'être à l'arrêt. Est-ce que tu avais, est-ce que tu percevais cette dimension de la maintenance quand tu as démarré? Est-ce que tu te rendais compte qu'il y avait, ou tu avais déjà une intuition par rapport à l'importance de la préparation et de la stratégie dans cette fonction? Oui, c'est ce qui m'a motivée justement, parce que l'aspect simplement dépannage, comme je dis, c'est plus l'aspect gain de production que ça pouvait amener. Et justement, le fait que j'ai l'impression que l'utilité, on voit souvent, la maintenance, pardon, est souvent considérée comme un centre de coût, une dépense pour les entreprises, alors qu'en fait, justement, c'est un investissement, enfin, c'est une façon d'éviter des dépenses beaucoup plus grandes, et donc de les lisser, de les maîtriser, et d'éviter justement des grosses dépenses non maîtrisées. Et je trouve que justement, l'art de la maintenance, c'est de positionner le curseur là-dedans, entre fiabiliser l'équipement, sans trop impacter la production. Et donc oui, en effet, c'est quelque chose que je trouve assez stratégique, assez fin, et qui peut se jouer à plein de niveaux. Hiérarchique, ça peut se jouer en tant que simple intervenant, technicien, par rapport au temps que je vais mettre que je vais consacrer à une panne et à son analyse, son diagnostic, par rapport à ce que ça peut amener dans la production, jusqu'à après au-dessus la gestion justement de combien de ressources je vais mettre, combien de temps pour par exemple un contremaître qui va gérer des équipes, l'ingénieur sur le temps justement qu'il va mettre
les moyens qu'il va mettre en place à côté pour fiabiliser, les outils peut-être qui vont être développés, qui pourraient être considérés peut-être comme de la perte de temps, mais qui en fait vont permettre des analyses et des choses qui derrière permettront de gagner du temps au final. Et en fait, jusqu'à des niveaux très hauts, jusqu'à des responsables de service ou même des choix à présenter à des responsables d'établissement sur justement les investissements à mener pour montrer que derrière ces investissements sont en fait sont bien ce que je dis, des investissements et non pas des dépenses. Et qui permettront derrière d'avoir des gains de production. Donc c'est ce que je trouve intéressant à tout niveau dans la maintenance. D'accord. Du coup il y a une stratégie, une analyse technique donc en maintenance on produit pas de pièces, c'est un métier de service et du coup l'aspect humain doit être, à mon avis, je pense important au sein des équipes, aussi dans les relations que tu peux avoir avec la production, peut-être. Comment ça se passe déjà, est-ce que tu penses que justement l'aspect humain est un facteur important par rapport à l'aspect technique? Et comment se passent tes contacts justement avec la production par rapport à leurs demandes, puis finalement c'est eux qui ont les bobos, qui peuvent potentiellement subir les bobos. Et toi, comment tu intègres ça? C'est sûr que l'aspect humain est important, d'autant plus de toute façon souvent dans une usine où ça reste des milieux avec pas trop de rotation dans les personnes qu'on rencontre. C'est pas comme quand on est prestataire où c'est vrai qu'on va faire une intervention, on va peut-être passer 3 heures avec un tel client, 2 heures avec un autre, etc. dans l'année. Là, c'est vrai qu'on est toujours on est toujours avec les mêmes équipes. Un petit village. Voilà, donc forcément c'est important de maintenir un bon relationnel. Après, je pense qu'en maintenance, on a quand même, c'est un métier dans lequel les gens qui ont quand même le sens du service vont se diriger peut-être plus naturellement. Donc c'est vrai qu'on retrouve ce sens du service, cette fierté d'avoir un outil de production qui marche, de savoir de répondre à la demande de la production rapidement. C'est derrière, même si on produit pas directement, on a un levier tellement direct et tellement en lien avec la production que finalement c'est très lié, puisque on mesure souvent notre efficacité en production en termes de manque à produire. D'accord. Du coup, puisque chaque panne qu'on peut générer ou le temps qu'on va mettre à la régler peut entraîner un manque à produire, donc ce qui est un coût direct pour l'exploitant. Et en fait, finalement, on est très lié à ça. Donc les objectifs finalement sont pas si éloignés que ça. D'accord. Donc pour toi, tu fais vraiment partie de l'équipe de production finalement. Et ton rôle, c'est la partie maintenance, on va dire, mais c'est vraiment participer complètement à la fabrication des produits, quoi. Oui, il y a avec le fait qu'on apporte une autre vision, parce que qui permet de contrebalancer à l'aspect exploitant qui va avoir tendance peut-être à tirer le maximum de son outil de production. Et nous qui vont peut-être apporter une vision plus dans le long terme sur le fait d'épargner ou de faire des choix différents, de peut-être baisser à certains niveaux de production à certains moments, mais qui vont permettre de durer plus longtemps. Je pense que c'est un deuxième regard qui est intéressant et qui permet de bien compléter l'aspect exploitant, qui maîtrise quand même aussi extrêmement bien son process et qui est capable d'aiguiller sur les priorités, etc. Donc, je pense que ça se complète bien. Très bien, ça se complète bien. Et est-ce que tu penses que la maintenance t'apporte des choses dans la vie privée, dans la vie personnelle? Est-ce que ça amène des choses en fait? Je sais pas si ça m'amène des choses. Non, j'ai à part que j'ai une notion ce qu'on appelle
le coût de vie d'un produit. C'est-à-dire que je pense pas juste au coût de l'achat, j'ai plus tendance aussi à penser par exemple à l'entretien qu'il peut y avoir derrière et avoir un raisonnement de coût peut-être plus global, si vraiment je vais trouver des conséquences. Mais sinon non, le fait de faire déjà rien que le fait de faire un métier dans lequel qu'on apprécie, dans lequel on croit, parce que c'est pas tous les jours rose forcément, mais si déjà on croit dans le sens de ce qu'on fait, je pense que ça apporte de façon, disons, je sais pas comment dire, un équilibre et dans sa vie personnelle aussi. D'accord. Je sais pas. Oui, ça peut être, enfin, en tout cas, c'est plutôt épanouissant Oui. comme travail. Est-ce que tu bricoles plus facilement ou est-ce que quand t'as un truc qui est cassé à la maison, t'as moins peur que quelqu'un qui ne fait pas de maintenance? Bah bon, pratiquement, étant dans le domaine de l'électricité, c'est sûr que je n'ai pas d'appréhension à changer ma lampe, il n'y a pas de souci, ou à réparer ce genre de choses. Non, oui, il y a une approche technique. Après, elle est maintenance. Il faut pas se leurrer. J'ai pas été technicien, donc je maîtriserai pas je maîtriserai pas très bien, mais en effet, oui, j'ai des notions techniques qui me permettent de me débrouiller et de pas mystifier mystifier le problème électrique ou le changement du contacteur dans le tableau électrique, en effet. D'accord. Alors, du coup, la suite aujourd'hui, comment tu vois ta carrière, un peu tes perspectives de carrière? Est-ce que pour toi, la maintenance, c'est quelque chose que tu envisages longtemps encore? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Vers quoi? Comment tu vois tes perspectives de carrière? Alors, j'ai déjà fait un grand choix récent, voilà, justement, en me redirigeant vers vraiment l'industrie dédiée à un site. Ça, c'était vraiment le choix de revenir au fondement de ce qui m'avait attiré dans la maintenance, c'est-à-dire le lien avec la production. Puisqu'avant, en étant prestataire et en ayant un grand portefeuille de clients, j'avais aussi un grand portefeuille de types de contrats, et donc la maintenance, c'est pas que industriel, donc du coup travailler dans des hôpitaux, mais aussi pour du tertiaire, pour des villes. Et c'est vrai que je suis contente d'avoir retrouvé cet aspect industriel qui est vraiment lié à la production et non pas juste purement à des aspects réglementaires. Donc ça, c'était déjà un grand choix de réorientation, mais même si ça reste dans la maintenance. Et non, moi je continue à me projeter dans la maintenance. La maintenance, c'est quelque chose qui me motive, mais ça se décline aussi en domaine technique. Donc j'ai découvert plusieurs domaines techniques, j'en découvre encore aujourd'hui, puisque j'ai toujours fait l'électricité, mais je découvre... avant, je faisais aussi de l'aspect incendie, contrôle d'accès, j'en fais plus aujourd'hui, mais par exemple, je découvre tout ce qui est vraiment instrumentation, automatisme, analyseur, enfin d'autres secteurs techniques. Je trouve ça très intéressant. Et donc, il y a aussi le fait de changer de secteur, qui peut être des évolutions à envisager. Non, du coup, après, ayant changé tout récemment. Oui, c'est un peu tôt, peut-être. Oui, un peu tôt. Oui. Après, non, disons là, l'objectif serait plus, disons, un peu autre, de concilier le fait de fonder une famille, puisque j'attends un enfant. Ah. Et mon métier, qui reste quelque chose de prenant parce qu'apprécié. D'accord. Bon, félicitations d'abord. Merci. Du coup, pour toi, la maintenance en soi, c'est quelque chose. C'est pas un métier qui a un horizon bouché finalement. C'est quelque chose c'est un métier qui t'ouvre d'autres perspectives. Tu peux travailler dans différents secteurs d'activité, j'ai bien compris. Tu es attiré par d'autres types d'équipements, d'autres types de peut-être travailler demain chez un constructeur d'équipements qui aurait besoin de tes compétences. Là maintenant, on peut changer de secteur, oui. On peut changer de domaine technique, on peut changer aussi d'aspect, on peut passer dans des aspects peut-être plus commerciaux,
ou alors des aspects peut-être plus support en dehors d'une usine. On peut atteindre des niveaux d'expertise dans certains secteurs qui D'accord. permettent d'être des équipes en support des usines. Mhm. Enfin, finalement, il y a plein de choses. Il y a plein de choses possibles. Après, le fait qu'on fasse aussi des investissements, c'est donc gérer des petits travaux, c'est quelque chose dans lequel, si jamais ça plaît, on peut basculer complètement. Enfin, actuellement, je suis pas, et j'ai toujours évolué selon mes envies. La maintenance m'a toujours offert la possibilité soit aller vers plus de management, soit plus vers le client, soit peut-être un peu plus commercial. Mhm. Donc, je suis pas inquiète là-dessus. Je sais que selon mes aspirations, mes envies, la maintenance ne sera jamais un obstacle pour aller vers l'aspect qui me motivera à ce moment, puisque D'accord. ça ne l'a pas été pendant les 8-9 ans qui viennent de passer. Ok, donc encore beaucoup de choses à découvrir, donc ça c'est super intéressant et je pense que ceux qui rentrent dans ces filières se rendent effectivement compte que ce sont des métiers qui permettent de découvrir déjà différents types d'équipements, différentes industries et il n'y a pas enfin c'est pas un métier où on a fait le tour du sujet en un an quoi. En général, voilà, on a beaucoup de choses à découvrir. Non, et puis l'industrie, comme tout processus, reste en révolution, va sûrement se révolutionner. On parle beaucoup de l'industrie 4.0 avec toute l'arrivée des objets connectés. Et derrière, il y aura forcément, je pense, plein de choses qui vont évoluer. Les métiers, même dans la maintenance, évolueront pour aller plus vers la connexion, peut-être le traitement des données, etc. Donc, non, il y a que ça soit disons déjà les possibilités qui sont en maintenance, où en fait ça touche n'importe quel type d'industrie, et pas que l'industrie d'ailleurs. Et en plus, le fait que ça soit, qu'on soit quand même dans une grande mutation à notre époque qui touchera aussi l'industrie, ça reste, c'est forcément quelque chose qui offrira des évolutions, je pense. D'accord, donc ça reste toujours d'actualité. Alors, une petite question, la question un peu bateau, mais du coup, la part des femmes dans le secteur de l'industrie, en général, reste quand même assez faible. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as du mal à trouver ta place dans ce milieu-là? Quel est ton sentiment par rapport à justement la place des femmes dans la maintenance aujourd'hui? C'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai pas l'impression que le fait d'être femme me définit professionnellement. Ce qui fait, si on arrive facilement à trouver sa place, c'est compétent. Je dis pas qu'il y en a plein, mais les traits de caractère, notre motivation, ce qu'on a appris, notre sens relationnel, bref, toutes ces choses qu'on apprend et qu'on acquiert professionnellement aussi également. C'est pas parce qu'on est femme qu'on a de façon innée certaines qualités ou certains défauts par rapport à des hommes, je pense. J'ai du mal à caractériser de façon formelle ça. Donc moi, j'ai jamais ressenti de difficultés. J'ai ressenti des difficultés professionnelles, mais je me suis jamais sentie taguée, discriminée pour être une femme. Mais après, j'espère aussi que ce qui a fait ma réussite dans certains domaines était plus lié à ce que je suis, autre que le fait simplement d'être une femme, j'espère. Donc, non, pour moi, c'est pas un obstacle et et ça ne devrait pas être un atout particulier. Ouais, un critère ou un atout. Pour les jeunes filles qui nous écoutent, est-ce que tu leur conseillerais d'aller sur les métiers de la maintenance? Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus pour les convaincre? Pour les jeunes femmes, bah oui, c'est difficile de dire pour les jeunes femmes parce que ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde. D'accord. La maintenance, oui, c'est vrai que quand je dois expliquer ce que je fais, je fais la maintenance, ça a vraiment pas l'air sexy. Non, si jamais ça vous plaît, si l'aspect que ça soit un peu technique, que ça soit l'aspect à la fois technique dépannage ou l'aspect justement très stratégique fiabilisation vous motive, faut y aller. Je pense que c'est un métier qui reste plein d'avenir. Je sais par expérience qu'ils cherchent beaucoup, qu'il est difficile actuellement pour les industriels de trouver des bons profils dans ce secteur. Et donc c'est pas du tout un secteur qui est bouché. Et donc faut pas
faut pas hésiter, ça recrute. Et justement, peut-être l'aspect peut-être pas très sexy d'approche fait que ça reste un métier qui est recherché. Et je pense à tout niveau. Personnellement, j'ai pas eu de difficulté à changer de poste quand j'en ai manifesté l'envie. Une autre question par rapport, justement, tout à l'heure on a parlé un petit peu du digital, de la maintenance 4.0. Est-ce que Internet, par exemple, est-ce que tu l'utilises dans ton travail quotidien? Est-ce que tu fais des recherches sur Internet pour trouver des infos techniques? Voilà. Est-ce que tu utilises Internet dans ton travail en tant qu'ingénieur en maintenance? Sans être lié à la maintenance, on utilise de plus en plus dans les entreprises les moyens collaboratifs de travailler, donc avec des outils en ligne, les versions on est sorti, c'est vrai quand même du PC, les façons collaboratives de travailler se développent de plus en plus, les visioconférences via Skype ou tout autre outil sont vraiment, commencent à devenir, on sent quand même un changement de mentalité. Après, dans la maintenance en particulier, pour l'instant pas forcément, je suis pas dans ça doit dépendre des entreprises. Il y a des entreprises, à mon avis, qui sont plus ou moins avancées là-dedans. La mienne ne l'est pas particulièrement, elle est au niveau de tout, c'est-à-dire qu'elle essaye de s'adapter avec son époque dans ses moyens de travailler, dans ses moyens de collaborer et d'utiliser les outils en ligne. Après, j'ai pas moi personnellement une expérience d'entreprise plus élaborée, mais je pense que par exemple là maintenant ça a aussi sa place dans des plus petites boîtes qui vont peut-être avoir tendance à être plus innovantes et avoir moins d'inertie là-dessus. Et est-ce que tu utilises Internet pour trouver des réponses à des problèmes techniques? Est-ce que tu utilises Internet? Est-ce qu'il existe des forums, des documentations, des tutos? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres ou finalement C'est pas encore quelque chose de très déployé chez nous. On croit plutôt au réseau métier encore. Au réseau métier, c'est-à-dire que se baser, on a déjà donc échangé entre nous sur le fait d'avoir une forte, forcément en maintenance, une forte traçabilité et donc historisation de ce qu'on fait, donc pour pouvoir aussi savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui a déjà été fait, pour pouvoir déjà tirer un retour de ce qui a été déjà fait. Et après, quand on a fait le tour de ça, on sait que on a quand même un réseau métier, c'est-à-dire de connaître nos interlocuteurs sur les autres sites ou après dans des supports qui vont être experts, qui vont peut-être faire les relais. Et donc ça, c'est plus la culture que j'ai connue que dans mes 2 dernières entreprises, plus de développer un réseau transverse pour partager ces connaissances-là et avoir ces moyens d'échange. Et ça, c'est assez intéressant maintenant, parce que c'est que dans ce secteur-là. Par exemple, dans mon ancienne entreprise, qui ne faisait pas du tout que de la maintenance, mais pas mal de travaux, en fait, il y avait que dans la maintenance qu'on avait développé tous ces réseaux parallèles à l'échelle nationale pour justement échanger et faire avancer les sujets de façon homogène, parce que je pense que c'est dans la culture de la maintenance, oui. Dans le fait de capitaliser et d'échanger, et toujours cette amélioration continue fait qu'on veut pas non seulement pas capitaliser ce qu'on a juste appris dans notre coin, mais aller capitaliser de plus en plus de façon globale et mettre en place des outils communs et des passerelles pour pouvoir justement de plus en plus globaliser et de construire toujours une base d'échange commune, de plus en plus grande. Et ça passe beaucoup par finalement par des contacts humains, c'est-à-dire les gens s'appellent, ou c'est beaucoup par informatique, par des... Ça reste important, le contact humain. Après forcément c'est basé derrière après comme je dis par les outils collaboratifs qui se développent, facilitent de plus en plus ça. Les SharePoint, comme on dit, sont de moins en moins rébarbatifs et de plus en plus adaptés aux besoins. Et les outils pour communiquer à distance sont de plus en plus performants.
Aussi, c'est pareil, je pense que maintenant, ça reste un métier très humain. Et c'est toujours, moi, je trouve toujours important d'échanger avec la personne, de se rappeler que ça reste une personne en face et non pas juste un paquet de données. Et, ça reste une approche, on cherche pas forcément une donnée concrète. Donc, du coup, en fait, on sait que le fait d'échanger, ça va peut-être simuler, ça va peut-être débloquer, parce que souvent, quand on est bloqué, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris le problème dans le bon sens. Et donc, l'échange permet à souvent prendre le recul et, en fait, de sortir de la cuvette dans laquelle on est. Donc, je pense que c'est des outils qui sont très importants, qui fluidifient, mais je crois vraiment au principe du réseau et à l'échange humain là-dedans. L'échange humain, d'accord. Tu utilises, est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui, c'est dans quel domaine tu écoutes ce genre de... Je t'avoue qu'en dehors du travail, c'est plus le travail. En dehors du travail, c'est plus le travail. Et je m'appuie plus sur des techniciens pour résoudre. J'essaye plus de donner du lien qu'aller chercher moi la réponse technique, quoi. Donc je pense que c'est pas ma mission à moi. Donc c'est vrai que je ne suis pas trop intéressée au sujet. Et du coup, ces techniciens, eux, comment est-ce qu'ils se maintiennent à niveau est-ce qu'ils suivent plutôt des formations, on va dire, officielles proposées par l'entreprise, ou est-ce qu'ils font des recherches tutos, pareil, sur Internet? Parce que tout à l'heure, tu as abordé l'aspect réseau entre eux, en fait, échange d'informations entre techniciens. Mais comment est-ce qu'ils montent en compétences? Est-ce qu'ils utilisent les réseaux, on va dire, officiellement proposés par le service RH ou par les services techniques, ou alors est-ce qu'ils utilisent beaucoup, est-ce qu'ils forment beaucoup en extérieur? J'ai la conviction que quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui s'intéresse. C'est pas forcément quelqu'un à qui on offre toutes les formations qu'on pourrait. Et je pense que quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui progressera plus facilement, enfin plus vite, parce que finalement, il est intéressé et il va transformer chaque possibilité d'apprendre en apprentissage. Que ça se passe, oui, par l'échange avec les autres, par le fait de passer du temps à lire les schémas, à comprendre vraiment ce qu'il fait, à lire la documentation technique, à s'intéresser, recevoir les fournisseurs sur ce qu'ils produisent, sur le support qu'ils peuvent amener, et le fait du coup de grandir comme ça en compétences. On organise des formations, mais j'aime que la personne d'elle-même ait déjà, disons, débroussaillé le terrain, et après l'accompagner sur, oui, certains aspects finalisés ou des aspects très techniques, vraiment précis à sa demande. Mais je pense qu'à la base, il y a plein de moyens d'apprendre, de se renseigner, d'échanger. On a quand même aussi accès à des entreprises de conseil, à des fournisseurs qui sont très spécialisés, des sous-traitants qui sont très spécialisés avec qui on travaille au quotidien et qui ont dans leurs prestations justement de nous accompagner techniquement. D'accord. Qui amène de la compétence ou qui amène de la compétence, et après c'est la volonté de la personne et ce qu'elle en fait. Donc non, je pense qu'en effet, qu'il y a moyen d'apprendre, faire de la maintenance, dépanner, comprendre ce qu'on fait et fiabiliser. C'est apprendre, c'est découvrir, c'est comprendre, c'est en tirer des conclusions, c'est analyser ce qu'on a fait. Et donc en fait, pour moi, c'est forcément apprendre. Ok, eh ben, merci beaucoup Cécile.